Bonjour Yacouba et bienvenue sur notre podcast Yellow Voice. Bonjour En tout cas, Céline. aujourd'hui, on est très heureux de te recevoir. Je sais que c'était pas évident avec le temps, mais on a finalement pu l'organiser cette session. Oui, Merci en tout cas pour la participation. Alors donc, sans plus tarder, moi j'aurais aimé connaître un certain nombre de choses sur toi. Donc déjà, je reviens un peu sur ton parcours. Je sais que tu as eu un diplôme en IAGE, et ensuite tu excusez-moi. t'es dirigé vers le conseil. Donc tu as commencé déjà au sein d'une assurance. Ensuite, de ce que j'ai compris, tu as fait plusieurs postes, principalement sur du conseil. Oui, Et ensuite, aujourd'hui, au moment où on se parle, tu es à la tête d'une entreprise, Gimini, qui est dans le domaine du Salesforce. c'est ça. Donc aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ton parcours, mais déjà, de façon rapide, qu'est-ce qui te caractérise et qu'est-ce qui caractérise ton parcours? Bah déjà, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir pour moi d'échanger avec toi et tes auditeurs aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qui caractérise mon parcours globalement? C'est la curiosité et l'envie d'apprendre. Moi, depuis très jeune, j'ai eu un parcours assez atypique. C'est vrai que tu dois avoir peut-être pas mal d'invités qui vont te dire, ah ben, on a des parcours atypiques, mais c'est vrai. Et je pense que ce qui est intéressant dans un parcours, c'est le côté atypique, le fait de pouvoir changer, d'évoluer, d'apprendre et d'atteindre ce qu'on a envie de développer. Et je pense que moi, dans mon parcours, c'est ce qui me caractérise et c'est ce qui me caractérise encore aujourd'hui. Et j'ai commencé, je sais pas si on doit commencer depuis le début ou parler de mon parcours actuel, mais à la base, je voulais pas du tout faire du conseil. Du coup, ben, finalement, je suis dans le conseil parce que je me suis rendu compte que j'aimais ça. Mais globalement, j'étais parti pour faire de l'informatique, de la finance. Du coup, j'ai fait des études en MIAGE Dauphine, qui est une MIAGE spécialisée sur des fonctions de finance en salle de marché, etc. Et j'ai fait des stages en banque et je me suis rendu compte que ben j'aimais pas enfin c'est pas péjoratif, hein, j'ai juste vu que c'était pas une affinité. J'aimais ça sur le papier, je crois que j'aimais ça dans les films que j'avais vus, mais euh, au quotidien je me suis rendu compte que bah j'aimais pas ce que je faisais et c'est comme ça que j'ai découvert en alternance, parce que j'ai fait ma dernière année en alternance dans l'entreprise où j'étais, j'ai découvert qu'il y avait une société de conseil qui faisait des projets sur du CRM. Et c'est comme ça que j'ai basculé dans le monde du conseil et j'ai travaillé pendant 5 ans avant de monter Gimini, euh, qui est aujourd'hui une société d'expertise dans la gestion de la relation client spécialisée sur la solution Salesforce. Et, euh, et on est 45 consultants aujourd'hui qui accompagnent des clients, grands comptes, petits comptes, start-up. Très bien. Et aujourd'hui, si on fait un peu le zoom sur tes différentes expériences aujourd'hui, Business Decision, Mhm. CGI, Criteo, Mhm. AXA, quelle est l'expérience qui t'a le plus marqué et qui t'a permis aujourd'hui de te positionner là où tu es en tant que CEO? Alors, il y a deux expériences qui m'ont plus marqué. Bah, je sais pas pour minimiser les autres expériences qui étaient quand même intéressantes. La première, c'est une expérience chez Business et Decision où j'ai fait la transition d'un CRM Oracle vers Salesforce sans connaître Salesforce. C'est que je suis arrivé chez Business et Decision parce que j'étais en alternance chez AXA. Et du coup, j'ai connu l'équipe Business et Decision et je voulais pas continuer dans le monde de l'assurance à ce moment-là, surtout sur la fonction ou le poste qui m'était destiné. Et ils m'ont dit, mais viens chez nous, nous on peut te trouver, on voit que tu t'es motivé, tu travailles bien. Et du coup, bah, je suis venu, ils m'ont proposé un poste de consultant. Et, euh, et mon premier projet était un projet CRM chez un groupe hôtelier. C'était un projet de centralisation de données. Et le projet s'est tellement bien passé et, euh, et mon manager de l'époque a perdu son équipe Salesforce qui était sur un autre projet. Donc du coup, ils m'ont dit, ben, j'étais plutôt jeune, ils m'ont dit, ben, l'équipe a démissionné, on a personne.
Ils m'ont présenté au client comme étant le chef de projet CRM. Alors, sur cette source, c'est vrai que je n'ai jamais fait. Pourquoi c'était une expérience marquante? Parce que c'est une expérience où j'ai énormément appris. C'était casse-gueule, hein. Chez nous, on fait pas ça. Je veux dire, Oui. en gros, on met pas des consultants, on les présente pas un expert sur des solutions qu'ils connaissent pas. Mais c'était une expérience où j'ai appris à travailler comme j'avais jamais appris à le faire auparavant. Donc, du coup, c'est une expérience qui était assez formatrice. Et ça, c'est la première. Et l'expérience de Criteo, la seconde, c'est l'expérience de Criteo qui m'a appris à manager une équipe. Globalement, j'étais plutôt chef de projet pour le déploiement d'un projet Salesforce. Et là, j'étais tombé sur un manager qui manageait une équipe de 80 personnes. Et donc, du coup, moi, je faisais les projets. Je crois que j'avais jamais managé plus d'une équipe de 5 personnes. Et là, ils m'ont mis sur un projet où il y avait plus d'une dizaine de personnes. Et j'étais sous l'eau. J'étais sous l'eau. Et là, en fait, il m'a appris à accompagner une équipe avec des enjeux difficiles, des attentes de performance. Et pour moi, c'était très formateur. Et c'est là où j'ai appris enfin, à vraiment accompagner des collaborateurs. Et c'est une expérience qui m'a pas mal appris. Donc finalement, c'était quand même, j'ai envie de dire, un parcours assez riche et surtout assez court, dans le Mm. sens où finalement, les postes typiques que les gens attendent euh, au bout de 5 6 ans, toi, dans ton cas, tu l'as eu par concours de circonstances, aussi par le fait qu'effectivement, tu étais là au bon moment avec les bonnes compétences. Tu les as eues assez rapidement et tu as su relever les défis pour pouvoir, d'un côté, gérer des projets d'envergure et surtout, ce que je comprends, de pouvoir faire du management assez tôt. Oui. Et la particularité de ces postes, c'était des postes que je voulais pas. C'est Ok. que clairement, je me sentais pas prêt pour ces postes. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup appris parce que enfin, je le vois aujourd'hui, beaucoup de gens disent, ouais, moi, je vais être chef de projet, moi, je vais être manager. Mais souvent, on n'a pas les compétences, on ne sait pas. Ou on suppose qu'on les a parce que on pense que, manager, c'est diriger, etc. Alors qu'en vrai, le leadership, c'est se recentrer sur le programme, apprendre et accompagner. C'est plus accompagner que diriger ou dire ce qu'on doit faire. Et moi, vu que je me sentais un peu, comment dire, pas compétent ou pas prêt, j'ai appris à faire ça parce que j'avais pas la posture, parce que je pensais que je n'incarnais pas et que j'étais là par des concours de circonstances. Et c'est là où je pense que j'ai vachement appris et j'ai pu accomplir les objectifs qui m'étaient assignés ou que je m'étais assigné aussi. Mais effectivement, c'est une chance et je pense que c'est un parcours comme la plupart des parcours dans dans des gros cabinets ou dans le conseil ou dans les positionnements. Souvent, même chez nous, on se dit, en fait, le nombre d'années d'expérience ne présage pas des postes de leadership. En gros, on a la seniorité, on a deux parcours, on se dit, en fait, les consultants, ils ont la seniorité qui dépend de l'expertise, et ils ont des postes de leadership. Et en gros, ils peuvent jouer des rôles de leadership au bout d'un an, au bout de 2 ans, en fonction de leur appétence et des compétences, et aussi de leurs capacités. Mm. Et aujourd'hui, je pense que dans le monde du travail, on essaie d'être dans un parcours linéaire qui est peut-être hérité d'autres organisations, type les militaires, etc. Mais on est dans un monde qui est plutôt différent et les gens ont plus d'affinités et aussi, souvent, on valorise plus les postes de leadership que les postes de production. Chez nous, c'est pas le cas. C'est que, en gros, on pense que tu peux être un très bon développeur et ne pas vouloir être manager. Et c'est aussi valorisant d'être un super développeur senior qu'être un super manager. Et donc, du coup, on propose ces parcours-là. Et je pense que c'est important dans un environnement, dans une organisation professionnelle, de, de pousser les gens à atteindre leur potentiel et avec leurs capacités et aussi avec leurs affinités. Je pense que quand on a envie de développer une certaine compétence, on y arrive parce qu'on a envie de le faire et aussi parce que euh, quand on a envie de faire des choses, quand on a envie d'atteindre un, un objectif, du coup, on se rend compte de nos lacunes.
Et souvent, en fait, quand on veut quelque chose, et c'est pour ça que j'en parle, c'est pas pour, pour dénigrer ou décourager les gens qui courent derrière des titres. On veut souvent des titres parce qu'on pense que ça va apporter. Alors qu'au fond, c'est pas le titre qui est important, c'est ce qu'on fait qui est important. C'est un point très vrai parce que j'ai eu un épisode effectivement où j'en discutais avec un invité et surtout aujourd'hui avec l'ère de LinkedIn où c'est plus valorisé, plus shiny d'avoir un Exactement. rôle important sur son LinkedIn. Mm. Et souvent, on se rend compte que soit on y arrive n'étant pas très prêt, ou soit on se rend compte qu'en voulant avoir certains titres, on se rend compte qu'on a complètement dévié en termes de chemin, de carrière, de trajectoire, sur quelque chose qui nous attire pas, où on peut pas en faire grand-chose, et on reste assez moyen, comme le disent les Américains, average dans le domaine, où on n'ira Mm. pas plus loin que ça. Oui. Et justement, et c'est exactement comme tu le dis, c'est que souvent on s'accroche dans le titre, on pense qu'on a les compétences parce qu'on a le titre. Et on oublie que le titre ne fait pas la fonction. Et ça, bah après, c'est un peu justement l'ère de LinkedIn, l'ère des réseaux sociaux qui fait ça. C'est que, au final, bah, tes collègues, ils voient ta personne, ils voient tes compétences, mais le monde, l'extérieur, t'as besoin d'un titre. Et donc, du coup, souvent, bah, les gens courent plus derrière le titre et la fonction. Et je pense personnellement que c'est une erreur et qu'il faut plus s'accorder à passer du temps à travailler sur des sujets qui nous passionnent et développer des vraies compétences que courir derrière les titres. Et je pense que ce qui fait une carrière, c'est pas un titre, c'est une capacité. Et nous, on le voit en entretien, on voit des gens qui ont des titres ultra shiny. On se rend compte que, ben, en fait, des juniors chez nous sont beaucoup plus compétents qu'eux. Et je trouve ça triste parce que souvent, en gros, enfin, on a un process d'entretien assez difficile où on se rend souvent compte de ça et c'est triste parce que c'est des gens qui auraient pu développer une belle carrière au bout de ces années, mais je pense ils ont pris la voie du titre plutôt que des compétences. Et je pense que ça, c'est une erreur que les gros cabinets font en jouant là-dessus, en poussant les gens à faire plein de choses pour des grades, des titres, plutôt que à développer leur carrière de manière plus individuelle, plus centrée sur la personne. Et Tout à fait. ça les met dans une boîte dans laquelle ils ont du mal à sortir, même quand ils sont très malheureux. Enfin, typiquement, imagine, t'as un titre de senior manager ou de directeur dans un gros cabinet où t'es très malheureux et tu vois que, ben, en fait, il y a des gens qui s'éclatent à 100 titres dans une petite boîte, ils font des trucs qui ont beaucoup de valeur et ils se développent. Et toi, tu te dis, non, mais je peux pas aller là-bas parce que je vais perdre mon titre et toutes les personnes sur LinkedIn vont me regarder bizarrement. Donc du coup, moi, ce que je conseille à tout le monde et même aux personnes chez nous, c'est de regarder d'abord la fonction plus les titres, plus que les titres. Il faut pas, euh, pour moi, le rôle de leadership, c'est pas un titre. C'est que souvent, tu peux le jouer dans une petite organisation, dans une grosse organisation. Et ça, c'est un rôle qui peut varier dans les contextes. Enfin, en fonction des contextes, tu peux avoir un rôle de leadership dans une salle, dans un club de sport et avoir un autre titre au boulot parce que tu veux pas jouer un rôle de leadership au boulot, ainsi de suite, ou dans une association. Et je pense que il faut savoir et aussi avoir un rôle de leadership au boulot et faire autre chose ailleurs. Et je pense que il faut faire ce qu'on a envie de faire et ce qui nous épanouit. Et je pense que c'est là où on performe le mieux, clairement. D'accord. Et justement, sur toujours cette partie leadership, aujourd'hui, qui sont tes modèles en termes de leadership? Est-ce que tu as eu des modèles dans ce sens? Et si oui, qu'est-ce que tu en retires de ces personnes? Alors, moi, mes modèles, enfin, c'est assez bizarre parce que je pense que souvent, on a tous des modèles enfin, qui sortent des livres, qui sont dans les médias, comme Steve Jobs, Bill Gates ou autre. Enfin, en tout cas, dans la tech, on a des modèles. Aujourd'hui, je crois que Elon Musk est très à la mode. Et moi, bizarrement, mes modèles, j'ai deux modèles, c'est deux anciens managers que j'ai eus qui m'ont accompagné de la manière enfin, qui m'ont poussé et qui m'ont fait grandir. Et aujourd'hui, en fait, j'essaie de reproduire ce qu'ils m'ont appris.
clairement. Et donc, du coup, c'est eux mes modèles. Et typiquement, j'ai eu deux managers qui m'ont vraiment marqué dans leur façon de faire, dans leur façon d'accompagner. Et c'est pas des ultra stars en réalité. Et, euh, et globalement, je sais pas si c'est dans le sens du podcast, mais je préfère le dire. Globalement, souvent, en fait, on pense que nos modèles sont dans les médias, mais souvent c'est nos collègues, c'est nos parents, nos amis qui nous inspirent en fait à prendre confiance en nous, à avoir confiance en nous, à aller au-delà de nos capacités et à réaliser des choses qu'on n'aurait pas réalisées autrement. Et je pense que beaucoup de gens veulent s'inspirer, hein, se motiver, et c'est bien de s'inspirer. Je pense que c'est regarder les parcours, c'est inspirant, mais au quotidien, quand tu veux atteindre des objectifs, c'est souvent en fait des objectifs concrets et des modèles simples. C'est comment accompagner au quotidien, comment régler un problème soit un problème de management, ou soit un conflit dans une équipe, ou un conflit avec un client. Et ça, c'est des sujets. Et je pense que dans cette posture, les personnes qui nous accompagnent ou les personnes qu'on a au quotidien, c'est ces personnes qui nous aident à résoudre ce problème et qui nous font grandir. Et je pense que l'essentiel, alors il faut avoir la vision globale, c'est les modèles inspirants, mais au quotidien, redescendre sur des modèles qui présentent des exemples actionnables. Donc du coup, clairement, moi, c'est deux managers et après, à moindre mesure, c'est ma mère, globalement. C'est bien ça, hein. Effectivement, le terme, tu l'as bien dit, c'est actionnable. Mm, Parce que effectivement, c'est bien d'avoir un modèle, comme tu l'as dit, hein, de renom, quelqu'un qui a quand même marqué l'histoire. Mais mm, souvent, le gap est tellement important que on a du mal à savoir par où commencer. Donc, mm, effectivement, un premier modèle comme un collègue, mm, comme un manager, comme dans ton cas, comme tu l'as dit, mm, c'est vraiment un pas vers le modèle ultime. Peut-être qui pourrait être atteint, ou des mm. fois, ou pas du tout. Mais dans ce schéma-là, aujourd'hui, en tout cas en essayant de s'inspirer de plusieurs personnes, on arrive à se créer sa propre personne, son propre chemin. Et effectivement, on se rendra compte à la fin que on peut être aussi un modèle pour une personne qui arrive plus tard dans le parcours. Absolument. Je suis tout à fait convaincu. Et c'est marrant parce que à l'époque, nous, quand on arrivait à des rôles de manager, il y avait le modèle tyrannique de Steve Jobs qui poussait tout le monde. Et je voyais des gens qui disaient, Oui. ouais, non, mais moi, il faut que je sois dur, parce que Apple ne laissait pas créer. J'ai dit, mais non, mais en fait, on n'est pas en train de créer. Et donc, du coup, je pense que souvent, on essaie de reproduire des modèles dans des contextes différents. Et, euh, et c'est faux. Enfin, quand je dis c'est faux, et quand c'est faux, c'est moins efficace. Il faut que tu puisses incarner, bah, tu viens de dire l'action, et donc du coup, l'action est incarnée que dans le réel. Et aujourd'hui, je suppose que tu es directement ou indirectement un modèle pour pas mal de personnes autour de toi. Et si donc on essaye de voir toi au quotidien ce que toi tu fais dans ton rôle de CEO, qu'est-ce que cela traduit? J'aimerais bien insister sur le fait de bien expliquer le fait, enfin, qu'il y a plusieurs types de CEO. Mm, Parce que de ce que je comprends aujourd'hui, de ce que j'observe, il y a des CEO qui sont plus là sur de la représentation, mm, c'est-à-dire des personnes qui sont devant une entreprise, qui sont plus dans la communication, des personnes qui seront là plus sur des CEO de par leur background, mm, des doueurs, des mm. personnes qui vont toujours même avec 10 000, 20 000 employés, seront toujours là en train de faire. Et il y a des CEO qui sont plus là pour du management, si j'ai envie de dire, plutôt des personnes qui arrivent à bien l'orchestrer. Et il y en a qui ont un peu de tout. Mais toi, je dirais dans tous les cas, un CEO est obligé d'avoir un peu de ses compétences. Mais toi, au quotidien, qu'est-ce qui te caractérise? Qu'est-ce qui va justement faire que toi, tu te reconnais à un certain modèle de CEO ou pas? Mais tu l'as très bien présenté. Effectivement, je pense que pour jouer pleinement le rôle de CEO, il faut avoir un peu de tout. Mais bah, comme des personnes, enfin, on a des personnalités différentes. Je pense que chaque CEO a, a une compétence ou une envie supplémentaire ou spécifique, enfin un trait spécifique. Moi, le mien, enfin, ça varie hein, avec le temps. En fait, une entreprise grandit, plus tu dois changer de rôle et plus tu dois être dans une fonction
bah, dont l'entreprise a besoin. Ok. Et moi, je suis le premier à dire que, bah, en fait, quand j'arriverai ou quand l'entreprise va atteindre un niveau où si je serai pas le bon CEO, je serai le premier à me virer. Donc, pour répondre à ta question, le trait qui me caractérise, c'est un trait de peut-être de doueur, mais parce que je m'éclate en faisant les choses. J'ai besoin de mettre la main. Et donc, du coup, clairement, aujourd'hui, j'interviens toujours sur certains projets parce que je me dis, ben, en fait, moi, je m'éclate dans ce que je fais parce que je fais aussi un peu de ce qui m'éclate. OK. C'est une chance. Voilà. Donc, du coup, moi, j'aime bien faire, mais j'ai compris, mais je fais beaucoup moins qu'avant. Et ça, j'ai compris que, ben, justement, aujourd'hui, mon équipe a plus besoin que je l'accompagne à atteindre enfin, leur objectif plus rapidement. Et donc, du coup, je fais moins et j'accompagne plus. Donc, mais après, j'ai quand même un palier aujourd'hui. Enfin, c'est peut-être 30 jours de production que je fais. C'est très peu par rapport à avant, mais j'ai quand même 30 jours de production. Donc, en dehors de ces 30 jours, je fais un peu de communication, un peu beaucoup d'accompagnement et pas mal de commerce parce que c'est mon rôle aussi. Et après, il y a des choses enfin, sur lesquelles je suis moins à l'aise. Par exemple, la représentation, ben, c'est pas mon point fort, mais je le fais parce que c'est important. Euh, voilà, globalement, c'est faire qui est un trait qui me caractérise, mais après, je sais que c'est plus parce que j'aime bien le faire. Mais je pense que quand une entreprise a atteint un certain stade, t'es pas celui qui fait le mieux. Du coup, je me Oui. suis viré dans l'action de faire. Donc, en général, je fais un peu. Je pense que aujourd'hui, on essaye de me faire plaisir en me laissant quelques petits projets, mais c'est pas le gros de mon travail parce qu'aujourd'hui, les autres le font beaucoup mieux que moi. D'accord. Et justement, en faisant, on fait des erreurs, on apprend, on s'améliore. Sur ces 4 années, ou un peu Mhm. plus, Mhm. maintenant, sur ce type de rôle, quel a été aujourd'hui, avec un peu plus de recul, ton plus grand défi et comment est-ce que tu l'as surmonté? Le plus grand défi, c'était d'accepter, au-dessus de but, c'est d'accepter cette transition. C'est que accepter cette transition, en général, quand tu es dans une entreprise, et qu'on te donne un nouveau rôle et que t'as pas forcément envie de jouer ce rôle, tu te dis, ben non, mais enfin, moi je veux pas. Du coup, je veux pas être manager, par exemple, parce que je veux continuer à développer ou je veux continuer à faire. Mais quand tu as une entreprise, ben en fait, il faut plus souvent écouter le besoin de l'entreprise que ton propre besoin égoïste. Et mon challenge, c'était d'accepter ça dans les premières années, d'accepter que mon rôle, euh, enfin, que l'entreprise avait plus besoin que j'accompagne nos équipes à se développer, et que je sois, enfin, plus dans un rôle de développement que de réalisation. Et ça, c'était un challenge parce que, au début, donc, du coup, j'avais complètement arrêté de réaliser. Et du coup, je m'étais consacré dans le développement et c'était bien. Du coup, enfin, globalement, c'est comme si tu te mets dans un rôle dans lequel, enfin, qui n'est pas ton point fort. Et c'est bien, il faut apprendre. Et du coup, ben, apprendre, c'est épuisant des fois. Mais ce qui était cool dans ce nouveau rôle, c'est que j'aimais apprendre. Mais d'un autre côté, c'est que je faisais moins de ce que j'aimais, c'est-à-dire faire les choses. Ça, c'était le plus gros challenge. Et là, j'ai d'autres challenges. Enfin, dans nos entreprises, il y a des paliers. Enfin, il y a des paliers jusqu'à 50, c'est bien. Tu connais tout le monde et ça, c'est cool. Après, c'est le prochain palier. Et du coup, ça, c'est un challenge dans lequel je suis actuellement. C'est comment, comment structurer l'entreprise pour garder ce côté taille humaine, ce côté simple, cette simplicité et, euh, et une organisation agile. Et ça, c'est le challenge que je vis cette année. Et du coup, bah, comme j'ai jamais fait ça, j'apprends en faisant. Voilà. C'est top. Et aujourd'hui, avec un peu de recul, qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil si tu rencontrais le toi d'il y a 10 ans? D'être moins stressé.
pourquoi je me donnerais ce conseil? Je pense que souvent on se met trop de pression et on est trop pressé. Et je me dirais que et c'est vrai que enfin je veux dire à ce moment-là je regrette pas du coup le parcours les erreurs parce que du coup j'ai appris mais je me dis mais j'aurais peut-être pu le faire sans être moins stressé mais en réalité je sais pas peut-être que si j'étais moins stressé j'allais pas le faire voilà. D'accord. Et dans l'autre sens, Hmm. le toi dans 10 ans, qu'est-ce que tu aimerais, à quoi qui, qu'est-ce que comment est-ce que tu le vois? Alors je suis malheureusement quelqu'un qui se projette pas très très loin. En fait comme je dis j'essaie d'être moins stressé. Le conseil que enfin, ou le message que j'enverrai au moins dans 10 ans, c'est que j'espère que tu t'éclates toujours parce que Ouais, l'essentiel, c'est d'être dans un environnement où on s'éclate, on fait ce qu'on a envie de faire. Et souvent, ben, aujourd'hui, et c'est normal, on est dans une société où on a beaucoup de demandes, où il y a des statuts qui nous demandent une certaine posture et souvent on oublie de faire ce qu'on aime bien faire. Et, euh, et je et clairement, enfin, comme je te le disais, le challenge dans mon rôle, c'est de continuer à faire ce qui nous éclate. Et aujourd'hui, moi, j'arrive à le faire et j'espère que j'arriverai à le faire dans 10 ans. top. Alors, donc je vois le temps qui file. Ce que je te propose, c'est juste quelques questions rapides. Alors, Oui, donc ce serait plus des questions pour plus te connaître et pour qu'on puisse rester avec une image assez, que chacun se fasse une image un peu de toi. ok. Alors, donc, en dehors de tout ce que tu nous as dit dans le domaine du travail, est-ce que tu as des hobbies ou des passions? Ah ouais, moi j'ai beaucoup de hobbies et beaucoup de passions. Enfin, j'aime beaucoup voyager. Je voyage au moins 3 ou 4 fois par an. D'accord. Donc j'aime découvrir et du coup, dans mes voyages, j'aime bien les randonnées. Donc, du coup, gravir des montagnes. Et J'ai cru voir quelque part que tu avais fait le Kilimandjaro. oui, j'ai fait le Kilimandjaro l'année En quelques dernière. mots, en Oui. haut, à quoi ça ressemble? Bah, en haut, on reste pas longtemps, il fait très froid, en fait. Mais c'est beau, c'est magnifique parce que, enfin, l'objectif, c'est d'arriver en haut, au sommet, au lever de soleil. Et ça, c'est une belle image parce que, bah, déjà, le Kilimandjaro, c'est très, très haut. C'est Ouais. au-dessus des nuages. Donc, du coup, c'est beau, c'est un très beau pays. Et c'est pour ça que j'aime bien gravir. Il y a le process, qui est agréable parce qu'en fait, quand on gravit des montagnes, on apprend à se connaître, c'est dur. Et aussi, c'est une phase de méditation. C'est que Mm. on se recentre, on se questionne. Et il y a beaucoup d'introspection. Et donc, du coup, c'est des moments d'introspection pour moi aussi. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Et justement, comment tu arrives à équilibrer entre le côté professionnel et le côté personnel? Alors, moi, ça se fait simplement. Quand je dis ça se fait simplement, c'est que j'arrive facilement à intégrer mes loisirs et mes passions dans mon emploi du temps. C'est que au début c'était difficile parce que ben en fait quand on manque de confiance, on se dit non mais il faut absolument que je sois dans ce meeting, il faut absolument que je sois là. Mais au fil des années, en fait, tu prends confiance en toi, tu te rends compte que ben en fait même si tu vas à ta séance de sport, ben en fait ton entreprise va bien se porter. Et donc du coup, moi j'arrive toujours à planifier des vacances, à planifier des voyages, à planifier des moments de sport ou des moments d'activité qui m'intéressent dans la semaine. Et en même temps, j'arrive à avoir un équilibre avec mon travail aussi. Donc du coup, mais c'était pas facile souvent Ouais. au début, mais aujourd'hui, ouais, j'arrive facilement à avoir cet équilibre. J'ai entendu vacances, voyage, donc Ouais. c'est où ta prochaine destination? Ou les prochaines destinations? Alors, les prochaines destinations, c'est dans un mois, c'est plus pour le boulot. Du coup, je vais au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Et après, je partirai en Namibie. En Namibie. Oui. Pourquoi ce choix? Parce que c'est quand même assez original. Oui, c'est original parce que ça fait partie des voyages qu'on avait planifiés. Donc, du coup, on va voir le désert du Namib, qui est entre l'Angola et la Namibie. Et donc, du coup, c'est plus faire une découverte. D'accord. Donc tu es plutôt euh, plat réchauffé ou maître de cuisine? C'est-à-dire, est-ce que tu es plutôt quelqu'un qui aime bien faire à manger
ou bien quelqu'un qui le midi a son sandwich rapidement mange sur son desk? Non, moi j'aime bien manger. Je crois que ça me frustre quand je mange des plats réchauffés ou quand je mange des sandwichs. J'aime bien prendre le temps de bien manger. Bon après, des fois j'ai pas cette chance, mais je me rattrape le soir. Donc du coup, je suis plus soit je fais à manger, soit on me fait à manger, mais c'est important d'avoir un bon plat préparé. On est d'accord. Je pense qu'on a un truc en commun. Exactement. Alors, est-ce que tu as un plat préféré dans ce sens? Est-ce que j'ai un plat préféré? Là, tu me perds là, parce que moi j'aime tout. J'ai toujours la même réponse aussi, parce que c'est difficile de choisir Ouais, quand on est, ouais, quand on est quelqu'un qui aime bien la nourriture. moi je suis un gros mangeur, j'aime tout et je mange de tout, sauf les crevettes. Je suis un peu allergique aux crevettes, aux fruits de mer. C'est le seul truc que D'accord. je mange pas, mais je mange tout. Et enfin une des choses que j'aime dans les voyages, c'est justement la découverte des cuisines du monde. Mm, Et je voyage en partie pour manger. Voilà. c'est pas mal. Alors, t'es plutôt film ou série? Ou juste la télé enfin, le journal de 20 heures? Non, je suis pas télé, je regarde pas du tout la télé, mais je suis plus quand je dis je regarde pas, c'est que je, quand j'allume la télé, j'ai une télé, mais c'est pour regarder des films ou des séries. Alors les séries, j'essaie de me discipliner parce que je suis pas très discipliné quand je commence une série, donc du coup j'essaie de minimiser mes temps de série et donc du coup j'essaie d'attendre. Enfin, je me lance pas dans une série quand c'est pas une vraie série que j'adore. Mais du coup, T'as un critère pour choisir les séries? Ou bien tu y vas un peu comme tout le monde en regardant les trends sur Netflix? alors en fait mon critère c'est une série que beaucoup de gens, au moins trois personnes me demandent si j'ai regardé cette série, donc du Ok. coup je me dis ah ouais peut-être qu'il faut, mais des fois donc du coup c'est plus un critère sur le social proof de la Je pense série. qu'on est un peu plus influencé à un moment Exactement. Moi, sur ces choix-là. voilà, je suis plus influencé quand on me dit ah t'as vu cette série, je dis non j'ai pas vu, et que au bout de trois quatre personnes je me dis ah il faut peut-être que je la vois. Ok. Voilà. Et les films, c'est au feeling. Donc, je fais du picking sur Netflix ou sur Amazon ou bien je vais au ciné. Ok. Écoute, c'était ces quelques questions-là. En tout cas, merci d'avoir répondu et d'avoir joué le jeu. Merci, Euh, Cédus. C'est En un tout plaisir. cas, moi, je pense que sur la demi-heure d'échange, il y a beaucoup de choses à en tirer. Il y a énormément de leçons pour ceux qui veulent vraiment savoir aujourd'hui c'est quoi un CEO, c'est quoi le parcours, quels sont surtout ces conseils de leadership qui, je pense, vont parler à beaucoup de gens, pas que ceux qui veulent aspirer à un rôle de CEO, mais comme tu l'as un peu dit, même dans le quotidien, d'un point de vue personnel, il y a beaucoup d'enseignements, je pense, qui sont intéressants à en tirer. Et maintenant, moi, ce que je te propose juste, c'est de clore un peu le débat. Et en mot de fin, n'hésite pas justement à nous partager quelque chose que tu auras oublié ou que tu auras envie de dire à la fin de ce podcast. Bah, merci déjà de m'avoir invité. Je pense que enfin, c'est super intéressant d'échanger et je trouve que bah, t'as une super initiative et bravo et félicitations. Bonne continuation. Je pense que ces petites interviews, ces petits podcasts permettent à beaucoup de gens de s'inspirer et aussi justement de réaliser que c'est pas des métiers inaccessibles. Et du coup, le mot de la fin, c'est que, ben, en fait, quelle que soit la fonction, quel que soit le titre, faut pas vous laisser obnubiler par un titre sur LinkedIn ou sur un post. Si on a envie d'apprendre, si on a envie de le faire, et donc, du coup, il faut s'y mettre, et la confiance vient en faisant. Faut pas se dire, ben non, mais moi, je peux pas, j'ai pas les critères, j'ai pas l'école, j'ai pas le bon parcours. Ben, en fait, il faut commencer à faire, et c'est pour ça que je disais que j'avais un biais sur l'action. Mais en faisant, on apprend à avoir confiance en soi et on se développe, et c'est là où on se rend compte que l'on a les capacités de jouer le rôle ou d'avoir le poste ou le titre. Et voilà. C'est pas à quelqu'un de nous dire ou d'attendre une promotion. Et souvent, il faut demander, faire, se casser la gueule et y aller. On est Mm. d'accord. Merci beaucoup, Yacouba, pour Merci cet Seydou, échange. c'était un Et plaisir. nous te souhaitons vraiment beaucoup de courage et beaucoup de chance pour la suite. Et on se dit à très bientôt.
Merci à toi, à bientôt.